Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mercredi 8 février 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Alors le thème du jour c'est le suivant, troubles alimentaires, comment s'en défaire? Alors si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à composer le numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Nous attendons vos appels et on est là justement pour vous écouter. Alors, les troubles du comportement alimentaire sont variés, mais pour point commun, un retentissement considérable sur la vie et la santé physique et psychique des personnes qui en souffrent. Les plus connus sont l'anorexie mentale et la boulimie, mais il en existe bien d'autres aussi, l'hyperphagie, le grignotage compulsif ou encore l'orthorexie. Tous ces troubles manifestent une maladie profonde, un malaise profond. Comment naissent ces troubles du comportement alimentaire? Comment faire face quand l'un des parents ou si on a un enfant qui en souffre, comment faire face, comment l'aider. On en parle justement aujourd'hui avec nos spécialistes. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Samia Al-Hachi. Vous êtes nutritionniste, experte en chrononutrition. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monia et je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Et avec nous aussi Dr Kauter Mazouz, vous êtes pédopsychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et bien sûr pour sa rubrique Wisher, Wahida Salim-Shrif. Bonjour Wahida. Bonjour Monia, ça va? Ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors est-ce qu'on peut dire que ces troubles justement c'est plus une maladie psychologique qu'une maladie physique? Docteur Mazouz. Ah oui. Pour les troubles de conduite alimentaire, en fait, avec le progrès de la médecine et le progrès de l'information scientifique, on est sorti de la zone de la somatisation, donc la psyché-soma, et on est rentré dans l'ordre mental de la chose. C'est-à-dire, ces troubles se sont avérés mentaux. C'est-à-dire, ce sont des troubles qui naissent de l'ordre du trouble mental. Quand on parle de l'anorexie ou on parle de la boulimie, c'est vrai que la nourriture ou le comportement alimentaire n'est qu'un symptôme. Parce qu'on se base souvent sur ça, on se dit, alors que le mal est bien plus profond. Absolument, absolument. Et il est beaucoup plus de l'ordre mental. Quand on dit mental, il y a aussi du psychisme, donc ça va de soi. D'accord, très bien. Et souvent, quand on rencontre ou on se doute qu'il y a quelque chose, on va consulter. En général, on pense au nutritionniste. N'est-ce pas? On vient vous voir. Ils viennent nous voir en premier directement, surtout pour les personnes qui souffrent d'abord les adolescentes, je dirais, au féminin, parce que l'anorexie, elle touche majoritairement les adolescentes, les filles beaucoup plus. Les filles que les garçons. Après, chez l'adulte, on peut trouver par exemple la boulimie ou même l'hyperphagie boulimique. Entre parenthèses, il ne faut pas confondre entre les deux parce qu'il y a une petite différence on va les expliquer, qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc le patient, il se dirige en premier chez le nutritionniste, alors que le problème, il est bien plus profond que ça. Le problème, il est d'ordre psychologique. Donc, nous, ce qu'on fait, on le reçoit, bien sûr. On ne va pas le renvoyer directement. Mais notre travail, il est éventuellement en même temps avec le psychiatre ou le psychologue. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, vous les orientez directement vers un psychiatre, un pédopsychiatre, Selon l'âge, voilà, selon l'âge. Mais il faut savoir que le nutritionniste, il ne peut pas faire la prise en charge tout seul. Quoique, même si on est formé, etc., mais c'est le travail plus spécifiquement du psychiatre. Revenir justement. Ou le pédopsychiatre. Voilà. Essayer de mettre le point sur ce qui ne va pas réellement, ce qui a conduit à ces troubles du comportement alimentaire. Donc, essayer de trouver la cause et essayer de la résoudre, c'est ça? D'abord, avant d'anticiper, de parler de cause, d'abord objectiver et affirmer le diagnostic, le confirmer. Parce que le trouble de conduite alimentaire, il est tellement ambigu parce qu'il y a beaucoup de dimensions. Les dimensions culturelles, les dimensions sociales, les dimensions scientifiques. Chacun sa perception. La boulimie en Algérie et la boulimie en France n'ont pas les mêmes paramètres, quoique la définition scientifique soit la même pour tous les peuples et pour toutes les cultures. Sauf que les standards
standards culturels et les standards sociaux ne sont pas les mêmes. Donc, pour en arriver à en faire un diagnostic, déjà, c'est une étape très, très importante et c'est aux psychiatres, aux pédopsychiatres de le faire. Ensuite, chercher la cause et encore éliminer des causes organiques. Ensuite, commencer précocement une prise en charge. D'accord. Alors, il y a aussi l'anorexie. Moi, je disais en préambule l'anorexie mentale, mais aussi l'anorexie physique. Oui. C'est ça, quelle est la différence entre les deux? L'anorexie mentale, peut-être même le docteur Mazouz voudra donner la vraie définition puisque c'est sa spécialité. Mais là, en fait, la personne qui a une anorexie mentale, elle se voit grosse, donc elle réduit ses apports alimentaires, soit pour perdre du poids ou garder un poids bas. Par contre, l'anorexie physique, c'est pas forcément qu'il y ait un désordre psychologique, mais c'est des personnes qui sont trop maigres. D'accord. Donc ils se forcent pas à garder un poids. Qui n'arrivent pas à prendre du poids. Oui. On va dire ça comme ça. Oui, il n'y a pas de troubles associés. Il n'y a pas de troubles psychologiques. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes troubles psychologiques qu'on va rencontrer dans l'anorexie mentale. Ça veut dire la volonté de rester maigre, la volonté, par exemple chez les filles, de ne pas avoir des formes, etc. Donc c'est un petit peu différent. D'accord. Et l'anorexie... J'aimerais rajouter, par rapport à l'anorexie, je rejoins tout à fait Madame la nutritionniste, c'est par rapport à la dimension physique. L'anorexie physique, c'est un symptôme qui veut dire la baisse de l'appétit et la restriction alimentaire. Quand on conjugue cette anorexie au mental, c'est-à-dire on est dans la volonté de restreindre ses apports alimentaires. L'anorexie physique, elle peut survenir par exemple quand il y a des maladies somatiques, la tuberculose, certaines tumeurs, certains petits mal-être, la dépression elle-même, elle fait des pertes d'appétit. Donc l'anorexie, c'est une perte d'appétit avec une restriction alimentaire qui n'est pas vraiment volontaire. Sauf que l'anorexie mentale, c'est une restriction. Nous, les psychiatres et pédopsychiatres, on ne se concentre pas vraiment sur l'idée de la restriction parce que le problème est au-delà de la restriction. C'est en fait, tout à fait comme a dit la nutritionniste, c'est la volonté de maintenir un poids très faible. Ou qu'est-ce qui a conduit aussi à maintenir ce poids très faible? Absolument. Donc, l'idée, elle est mentale parce qu'il y a une mauvaise perception du corps. Soit elle se voit grosse, soit elles voudront cacher ses formes, donc leur forme, et ensuite le passage, la conséquence qui en résulte, c'est la restriction alimentaire. D'accord. Et justement, donc on a parlé de l'anorexie. Souvent, on voit dans les familles en général, elle ne mange pas, peut-être qu'elle a un trouble du comportement alimentaire. Bon, on ne le dit pas ça. Elle est anorexique, ou là, on ne fait pas déjà la différence entre anorexie et boulimie et tout ça. Donc, quel est le profil d'une personne qui est anorexique, justement, anorexie mentale? Anorexique mentale. La baisse d'appétit est un signe d'alarme. Dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dans toutes les familles, quel que soit le niveau socioculturel ou d'instruction. Quand un enfant, parlons de la population pédiatrique tant que c'est la mienne, alors quand il y a une baisse d'appétit, il y a un signe d'alarme. Sauf que pour l'anorexique mentale, généralement, le trouble est introduit à l'adolescence. Donc au début de l'adolescence. Le profil, donc c'est une adolescente. Généralement, le sexe ratio, c'est de 9 filles par rapport à un garçon. Donc c'est largement plus fréquent chez les filles que chez les garçons. On dit que, selon des études épidémiologiques, que le profil psychopathologique, entre guillemets, de l'anorexique mentale, ce sont des filles qui ont subi des éducations parentales très, très rigides et très strictes. Et en même temps, un modèle paternel, donc le maternel, il est très rigide et le paternel est trop laxiste. On parle généralement, ça reste des théories de psychanalyse et des théories de psychiatrie qui disent que l'éducation maternelle sévère avec absence paternelle ou présence paternelle effacée donne ce genre de troubles. Donc, pour revenir, que c'est toujours l'attachement, c'est toujours l'interaction précoce qui peut induire à ce genre de troubles. Le deuxième critère du profil anorexique, ce sont des filles qui s'hyperventissent. On dit
excusez-moi, il y a un hyper-investissement par rapport aux études, par rapport aux activités. On les voit trop actives, trop confiantes, trop brillantes, trop intelligentes. D'ailleurs, c'est presque le même profil qu'on voit chez toutes les patientes que l'on reçoit à la consultation pédopsychiatrique. Les anorexiques, généralement, sont les plus brillantes de leur classe, sont les premières. Donc, elles sont tellement dans la perfection. Dans la perfection. Elles sont très perfectionnistes et elles investissent voilà, dans leurs études et leurs activités sociales. Ça peut être trompeur aussi. On peut ne pas s'en rendre compte parce qu'on va se dire non, mais elle est bien, elle étudie bien, tout se passe bien pour elle. Elle ne mange pas, peut-être que c'est parce qu'elle est fatiguée ou parce que c'est l'adolescence, parce qu'on sait très bien que l'adolescence est une période un peu délicate. Oui. La différence, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire la part des choses. Mais en fait, si on revient aux normes, on va s'en rendre compte très rapidement et facilement. Parce qu'en fait, la limite entre la normale et l'anormale, elle est simple. Quand il y a un retentissement sur le fonctionnement sociale ou scolaire de la fille. Généralement, les anorexiques, elles ne s'arrêtent pas à l'idée de se restreindre, donc de ne pas manger. Oui. Elles sont carrément dans l'excès, c'est-à-dire elles ne mangent pas, elles comptent des calories, elles font des manipulations quant au repas. Par exemple, je mange ceci pour ne pas manger cela. Elles font des dépesées très quotidiennes, elles négocient leur poids, elles cachent leur Comment ne pas parce qu'il y a l'orthorexie aussi qui ressemble, enfin, en m'expliquant cela, ça ressemble aussi un petit peu à l'orthorexie. L'orthorexie, on va expliquer ce que c'est le fait de vouloir manger trop sain, trop équilibré. C'est une restriction par rapport à la qualité. À la qualité, voilà. L'anorexie, c'est une restriction par rapport à la quantité. Et quantitative et qualitative. Mais l'orthorexie, c'est une restriction uniquement qualitative. Qualitative, pas quantitative. Et c'est l'effet de mode de manger healthy, des magazines, voilà. Beaucoup plus parce qu'elle est hyper médiatisée, cette idée de poids, cette idée de vouloir avoir simple. Un corps sain, et un mental sain, voilà. Et même il y a les idées à la mode des véganes, des végétariens aussi. Des végétariens, végétaliens, il y en a beaucoup. Oui. Mais c'est aussi l'effet de la surmédiatisation de ces modes et ces comportements alimentaires. Oui, mais après, c'est la vie sociale qui est engagée parce qu'il y a trop de restrictions. Donc, il y a le facteur de l'isolement à cause de l'orthorexie. Ça veut dire que la personne, elle se verra isolée. Elle ne va pas sortir, par exemple, manger en famille ou entre amis. Elle va tout choisir rigoureusement. C'est très limitant et il doit y avoir une vraie prise en charge chez le psychiatre. Aussi pour l'orthorexie. Pour l'orthorexie, oui. Oui, non. La psychiatrie prend en charge généralement quand il y a un retentissement et quand il y a un trouble. C'est-à-dire, on prend en charge la souffrance de l'être, quel que soit son trouble. On ne banalise jamais un trouble et on ne se réfère pas uniquement aux définitions standards, mais à la souffrance de l'être. Si l'on souffre et s'il y a un retentissement, on le prend en charge, bien entendu. Donc, on a compris ce que c'était que l'anorexie et maintenant la boulimie. C'est le fait de manger beaucoup. La boulimie, c'est presque l'inverse. C'est le contraire, quoi. C'est le contraire. Oui. Si l'anorexie est un comportement restrictif, la boulimie, c'est un comportement excessif. C'est-à-dire, il y a les frénésies alimentaires répétées, mais avec cette sensation de perte totale de contrôle. Donc, c'est la culpabilité qui est le maître symptôme. On fait des ingestions de grosses quantités, de vraiment très grandes quantités d'aliments, pour ensuite se faire vomir ou carrément avoir la culpabilité et ne pas se sentir bien dans ce corps plein. Et comme on le disait tout à l'heure, ne pas confondre avec l'hyperphagie. Avec l'hyperphagie boulimique, parce qu'en fait, la différence, le boulimique, il se fera vomir. Oui. Donc après, il y a même des pertes de minéraux, d'électrolytes. Le vrai problème après sur l'état physiologique ou même anatomique, c'est qu'avec les pertes des électrolytes, il peut y avoir une hypokaliémie. Autrement dit, c'est une perte du potassium ou une hyponatrémie, donc c'est une perte de sodium qui peut donner des troubles, qui peuvent arriver même, par exemple, à des troubles du rythme cardiaque ou autre. D'accord ? Donc, il y a même des conséquences physiques et organiques. Contrairement à l'hyperphagie boulimique, la personne, elle va ingérer de grosses quantités, mais elle ne se fera pas vomir.
Donc D'accord. là, généralement, les psychiatres vont même diagnostiquer des cas de dépression en même temps. D'accord. Oui, en fait, pour la boulimie, on parle généralement pas uniquement parce qu'il y a cette idée courante que les gens se font vomir uniquement, mais ce n'est pas que. Oui. C'est pas automatique et ce n'est pas que vomir. En fait, on parle beaucoup plus de conduite de purge. Ce sont des conduites purgatives, c'est-à-dire Prendre des laxatifs, par exemple. Des laxatifs, Oui, des laxatifs, diurétiques. des diurétiques, par exemple certaines hormones, certains médicaments de coupe-faim. Par exemple, elles ont recours aussi à l'hyperactivité sportive. Donc, si je comprends bien, pour la boulimie, on mange pour se rassurer et pour se faire du bien, en quelque sorte, parce que c'est là où on trouve son bonheur, entre guillemets. Et puis après, on se rend compte, on culpabilise et on fait tout pour éliminer ce qu'on a ingurgité. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Par des moyens compensateurs. D'accord. Le maître symptôme ou le critère clé, c'est se faire purger et se faire vider de ce que l'on a mangé. Après, pour qu'on puisse parler d'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire il y a cette compulsion, cette ingestion d'aliments compulsifs, mais sans conduite de purge, qui reste quand même grave, qui reste quand même pathologique, mais pas autant grave qu'une boulimie, parce que je rejoins l'idée justement de la répercussion sur le corps, et les répercussions somatiques des conduites de purge sont extrêmement dangereuses. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la junk food, justement? On sait que la junk food a des répercussions sur la santé, sur le corps et tout ça, mais maintenant, des études disent que ça a aussi des répercussions sur le cerveau, sur le mental, sur le stress, sur pas mal de choses. Ce que je vous propose, avant de répondre à cette question, c'est de suivre le reportage de notre journaliste Yasmine Blehidja, qui s'est déplacée vers un fast-food, et on revient tout de suite après. Un mode de restauration rapide, dans le but de faire gagner du temps aux clients. Les fast-foods, une tendance au coin de nos rues, peu coûteuse, rapidement servie, facile à consommer. Quoi de mieux pour les clients gourmands et surtout pressés. Le fast-food c'est quelque chose de rapide. Tu vois, كاين des gens يخدموا des gens يقراو يخرجوا à midi تسمى يحبوا ياكلوا حاجه رابيدمون باش يعاودوا يولوا لخدمتهم ميتو تسمى نخدموا حنا معاهم لي فاست فود نخدموا معاهم et on fait la livraison aussi. La livraison c'est 24 heures sur 24. Même la fermeture تاع le resto c'est 24 heures sur 24 ما نحبسوش. C'est des amis طاحوا les États-Unis جابوا l'idée principale من تماك عجبهم الحال تماك c'est bon c'est délicieux alors جا لهنايا جبناهم 2016 عجبتهم الكونسيبت لي زالجيريان تاعنا كتعرفي هما والماكله صافي دو alors on s'est propagé كما يقولوا كبرنا لاشين تاعنا والحمد لله يحبوا الشعب الجزائري يحب الماكله رابيد question de 10 minutes le burger il sera prêt même les pauses déjeuner كي يكونوا راح يفطروا ولا يجيو هنا 5 minutes à 10 minutes يقعدوا ياكلوا ويروحوا لي ويكاند تانيك يحبوا يجيو باسكو اون فامي سي ان اندروا فاميليال الدراري تاعنا يحبوا ياكلوا لي برجر et tout même si tendance les dernières années les burgers ça s'est développé bzaf le territoire national. Les menus proposés sont d'une variété exceptionnelle. Un modèle pour s'alimenter très tendance qui répond à une demande toujours plus forte, avec des consommateurs qui sont à la recherche du goût. Tout le monde trouve son bonheur, que ce soit burgers, pizza ou sandwich, aux multiples assaisonnements, sauces et saveurs. هذا لنيويورك عندنا صوص باربيكيو salade tomate fait 100 grammes de viande thym cheddar هذوما سي دي زونيون باني بصل نديروه داخل لابانير ونخليوه ديريكتومون ونزيدوا له صوص باربيكيو من الفوق هذا يكومونديوه بزاف على البصل اون بليس شباب فريت صوص هاي جايه هنا عندنا بيتزا وايت تشيكن دوك نديروا لها بولي اي شامبينيون فري اي فروماج شيدر سيدي بيتزا لا باس صوص بلون كاين وايت تشيكن عندنا وايت تجي فيها كريم فروماج شيدر ونديروا لها شامبينيون فري اختي وكاين اللي يحبوها هكذايا بصح لا باس صوص روج
On conserve le fondement rapidité et petit prix, mais on revoit la composition qu'il faut le dire régale bien du monde. Sauce fromagère, oignons caramélisés, mayonnaise, double cheese. De quoi satisfaire l'impulsion d'un consommateur gourmand. ناكلوا بزاف في الليل سما في الليل رانا دايما هنايا اون بليتو ما كاش بزاف لي ريستورون اللي يفتحوا في الليل سما 2 تاع الصباح حيتو سما نخرجوا انا وصحابي من لا ريزيدونس ولا كام لا فاكولتي نجو ديريكت هنايا فريت فورماجار سيتي بون ما شاء الله وعندنا الدوق لهنا ثاني ايش فيه؟ فيه سوسيس فيه فروماجار وفيه شياوني وكراميليزي وتجي فيه صوص باربيكيو من فوق سيتي بون ما شاء الله. Je suis un étudiant aussi. J'ai pris un Alabama parce qu'il fait 100 grammes de steak haché, salade tomate, plus la mozza et perso j'aime trop la mozza. J'ai pris des crispy mozza, c'est des bâtonnets de mozzarella. Donc j'aime le fromage et c'était bon, c'était trop bon. Nombreuses sont les personnes qui ont été tentées par ces repas à cause de la proximité ou par manque de temps. Dans une société où tout va vite, le fast-food représente le refuge pour manger rapidement. Pourtant, la consommation excessive de ce type de plat peut vous tirer vers un mode alimentaire appelé malbouffe. Il faut le dire, hein, les fast-food, ça aiguise l'appétit. Hein. Quand on voit comme ça, il faut dire la vérité. On a tous goûté au fast-food. Oui. Et on est tous revenus vers les fast-food. Il y a une forme d'addiction vers les fast-food, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est trop gras. Voilà. Et pourquoi on est addict au gras? Parce que tout simplement, la langue, sur la langue, on a des papilles gustatives, il y a des récepteurs. Il y a beaucoup plus de récepteurs de gras au niveau de la langue que les autres récepteurs. Donc, on va mieux savourer le gras. Donc, il y a directement un signal vers le cerveau qui donne vraiment du plaisir. Hein. D'accord. Mais au fait, avant que vous me posiez des questions, j'ai quelques commentaires à faire. Oui, bien sûr. Peut-être qu'ils vont déplaire à nos téléspectateurs. Oui, mais il faut. Mais justement, on est là pour prévenir Exactement, et par rapport au sensibiliser. reportage qu'on vient de voir. Alors, première remarque. Oui. On ne cuit jamais le fromage au four. Si vous voulez préparer de la pizza ou un gratin ou quoi que ce soit, mettez du fromage après, à la fin, sortie. à la sortie. Pourquoi? Parce que le fromage, il s'oxyde à la chaleur. Et quand il s'oxyde, il va libérer des radicaux libres qui sont incriminés dans l'apparition des cancers. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, ligne rouge, bien rouge. Utilisez des fromages, pas des préparations fromagères. Oui. Lisez l'étiquette. Exactement. Lisez les emballages. Donc, si vous voyez sur votre emballage de votre produit, dit entre guillemets fromage, mais c'est de la préparation fromagère. Donc, si vous trouvez qu'il y a un produit qui n'est pas d'origine animale, ce n'est pas du fromage. Si, par exemple, je cite comme exemple, comment le reconnaître, si vous trouvez de l'amidon, comme dans la composition, de l'amidon, ou bien huile végétale, quelle que soit son origine. Hein. D'ailleurs, on ne déclare même pas quelle huile végétale on utilise. Est-ce que c'est l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de tournesol? On ne sait pas. Généralement, est-ce que c'est de l'huile hydrogénée, comme par exemple l'huile de palme hydrogénée qui a été montrée après des études et des recherches que ça a un effet cancérigène aussi, et un effet athérogène. Ça bouche les artères. Alors, avant le sujet, tout le monde était je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le studio. Pendant le sujet, tout le monde était en train de dire « c'est bon ». Mais je pense qu'après votre intervention, ils vont changer tout le monde a changé d'avis. Exactement. Donc là, c'est les deux premiers points les plus importants. Il y a même des préparations fromagères, là où on trouve même des colorants, des arômes de fromage. Et franchement, c'est des cocktails d'additifs qui vont soi-disant donner un soupçon d'un produit qui ressemble à un fromage, mais ce n'est pas du fromage. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange. Vous avez certainement observé un de ces jours que vous avez utilisé soi-disant un fromage râpé, et pendant la cuisson au four, ils ne font pas. Oui. C'est du faux fromage. C'est du faux fromage. Alors ça, c'était les deux remarques. Et puis, j'ai une troisième remarque aussi. Il y avait un monsieur qui a dit, lors du reportage, son témoignage, il mange la nuit.
au fast-food. Oui, justement, j'allais revenir par rapport à ça. Le fait de manger la nuit, le fait de manger sur le pouce, vite fait, mal fait, est-ce que ça ne pourrait pas conduire à des troubles du comportement alimentaire? Justement, avant d'arriver à cela, j'aimerais un petit peu faire le lien entre les troubles du comportement alimentaire et le fait de manger le soir. Parce que moi, je reçois souvent ces cas, pas forcément qui mangent en fast-food, même à la maison. Il y a des personnes qui ne mangent pas toute la journée. Et mangent le soir. Ils sautent le petit déjeuner et le déjeuner dans le but de perdre du poids. Oui. Après, ils vont manger le soir. Ils vont rebondir. D'accord. Vraiment, sur l'alimentation, ils vont manger tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, les études ont prouvé, par exemple, si on prend deux personnes, d'accord, le même poids, la même taille, etc. Une personne qui mange le même plat, hein, d'accord, la première personne, elle va manger, par exemple, son dîner à 19h à peu près. Oui. Et la deuxième personne, elle va manger le même plat à 22h. À 22h. Oui. Et ben la personne qui a dîné à 22h, elle va prendre du poids. Je crois que j'ai lu cette étude. Oui, c'est pour ça. Donc oui. Même le moment du dîner est très important. C'est pourquoi on appelle ça la chrononutrition. Donc savoir quoi manger, mais à quel moment. Oui. Et puis les personnes qui ne mangent pas toute la journée, après ils vont manger le soir. Donc qu'est-ce qui se passe? Leur corps va réduire la dépense énergétique tout au long de la journée pour assurer la vie. C'est naturel. Mais après, en mangeant le soir, ils vont manger des quantités vraiment importantes que le corps va après stocker. Oui, parce qu'il va se dire, demain aussi, je ne vais pas manger, donc du coup, il faut que j'ai des réserves. Exactement, exactement. Après, il y a les tendances des régimes, le jeûne intermittent. Oui. Je pense qu'on fera une émission sur ça, sur tous ces régimes qui ne marchent pas forcément. Je vous le dis en direct, tous les téléspectateurs m'écoutent. S'il vous plaît, réservez une émission pour les faux régimes, on va dire. C'est un Il faut sujet savoir manger, très important. tout simplement. Parce qu'en fait, vous savez, même les régimes mal faits, on va dire, les faux régimes conduisent à des troubles du comportement alimentaire. Et c'est en fait c'est la cause de l'effet yo-yo parce qu'on fait un régime, on maigrit, il y a beaucoup de proscriptions, donc on est vraiment limité dans l'alimentation, on est vraiment restriction exactement. Après on développe une frustration. Chez certaines personnes, la frustration peut même conduire vers la dépression. Après, pourquoi la dépression? Parce que c'est par rapport à un déficit de production de neurotransmetteurs comme par exemple la dopamine et la sérotonine qui sont des hormones de plaisir. Donc ça mène vers la dépression. Et même si on n'arrive pas à la dépression, il y a le niveau de stress qui augmente. Oui, parce qu'il faut tout le temps se surveiller, tout le temps faire attention, c'est pas toujours évident. Après, qu'est-ce qui se passe avec la vie? Pardon, je vous ai pris la parole, je suis vraiment désolée. Avant d'oublier mon idée, en fait, qu'est-ce qui se passe? En étant trop stressé, on aura une tendance à manger sucré. Parce que le sucre... Ça rassure. Ça rassure, ça donne du plaisir. Voilà. Et puis, ça stimule, au niveau du cerveau, ça stimule la même zone que les drogues. Que certaines drogues. Donc ça donne du plaisir. Mais en mangeant trop sucré, ça va en même temps augmenter le niveau de stress. Et d'ailleurs, les personnes qui suivent un régime bien équilibré, un mode alimentaire sain, diététique, varié, j'insiste sur le mot varié, ils vont observer que en réduisant le taux de sucre ou les apports en sucre, je ne parle pas des fruits. Hein. Oui, le sucre naturel, le sucre transformé. Voilà. Eh ben, ils vont voir que le niveau de stress chez eux va baisser. Ils vont mieux gérer leur stress, ils sont moins frustrés. D'accord. Très bonne information, merci beaucoup. Alors, est-ce que la junk food peut conduire, et surtout le fait de manger sur le pouce, manger, comme on l'a dit, vite fait, mal fait, et manger cette nourriture qui est ultra transformée et tout ça, est-ce que ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire? Surtout que là, ils étaient en train de manger le soir, donc ils passent vite fait, ça prend 5 minutes, on prend un petit hamburger ou un petit panini ou autre, et voilà. Oui, je vous remercie pour la question parce qu'en fait, nous les psychiatres, on a un petit peu cette manie de choisir les mots. Quand on parle de troubles de conduite alimentaire, on est dans la conduite alimentaire, pas dans l'hygiène de vie. Avoir une mauvaise hygiène de vie
Ça peut arriver à n'importe qui. La maintenir, oui. Mais quand on parle de troubles de conduite alimentaire, on est dans la nosographie de la psychiatrie, c'est-à-dire on est dans le trouble induit mentalement. C'est-à-dire, on est dans une entité psychiatrique qui veut que cette personne qui a des conduites alimentaires perverses ou pas bien, pas bonnes, elle est anorexique ou boulimique ou elle fait une hyperphagie. Mais la mauvaise hygiène alimentaire, mauvaise hygiène de vie, elle peut conduire à des conséquences bien entendu très graves sur le plan somatique et sur le plan psychique, comme expliquait la nutritionniste, mais pas forcément un trouble de conduite alimentaire. D'accord, très bien. Est-ce que ça peut arriver à n'importe quel âge ? On peut devenir boulimique ou anorexique ou hyperphagique ou autre à n'importe quel âge. Par exemple, à 50 ans, je deviens boulimique, je peux ? Oui. Oui, bien sûr. C'est pas que parce qu'on a parlé beaucoup d'adolescentes filles parce qu'elles ont beaucoup plus touché que les garçons, mais les adultes aussi. Même les adultes, moi j'ai déjà vu et reçu même des cas chez des adultes qui ont développé une anorexie mentale. Donc ce n'est pas à éliminer. On peut développer ça même à l'âge adulte et on le voit. D'accord. Oui. Oui. De toute façon, l'âge, généralement, ce sont des données épidémiologiques, l'âge et le sexe. Donc, dans une population générale, on voit où est la prépondérance, par exemple, d'une pathologie quelconque. C'est vrai que les troubles de conduite alimentaire apparaissent favorablement chez les adolescents, chez les pubères, un petit peu prépubères, parce que les assises psychologiques sont très instables et que le corps est le moyen d'expression de leur conflit intrapsychique. Mais cela n'empêche pas que un sujet âgé puisse faire un trouble de conduite alimentaire. D'ailleurs, si par exemple l'anorexie fait l'apanage des adolescentes de 13 à 20 ans, la boulimie par contre, elle commence justement vers la fin de l'adolescence, donc à partir de 20 ans. Donc l'âge joue un rôle, c'est vrai, par rapport à des données épidémiologiques et de fréquence. Très bien. Alors, je vous rappelle le thème du jour, c'est troubles alimentaires, comment s'en défaire. Donc, si vous voulez nous appeler, témoigner, poser des questions, un seul numéro, le 021 23 98 91, 021 23 98 91. On a parlé de régime alimentaire et tout ça à l'instant, justement. Est-ce que la multiplication, justement, des régimes et les injonctions en tout genre qui favorise-t-il justement ces troubles? Par exemple, le food shaming, quand on est là à dire « t'as mangé ça, c'est pas bon pour toi, t'as mangé ça », le fait de pointer du doigt tout le temps ton assiette, il y a plein de gras, il y a plein de ceci, oui, tu sais pas que le healthy c'est beaucoup mieux, surtout que c'est la mode en ce moment et tout ça. Est-ce que ça ne conduit pas à des troubles du comportement alimentaire? Ça par contre, si. Oui. Ça, par contre, si. En fait, quand on parle de troubles de conduite alimentaire, on parle de personnes avec des vulnérabilités et des fragilités psychopathologiques, c'est-à-dire qui sont, entre guillemets, programmées ou prédestinées à faire un trouble de la sorte. Sauf que la pression sociale, la pression médiatique, les commentaires et environnementaux joue un très très grand rôle pour favoriser l'apparition de ce trouble. Dans les deux, par rapport aux deux troubles, soit pour l'anorexie, soit pour la boulimie. Par exemple, la boulimie aussi, il ne faut pas banaliser le poids social de la chose. Par exemple, dans des sociétés orientales, des sociétés maghrébines, arabes, par exemple, là, le manger est un plaisir. Oui. Et c'est partout. C'est convivial, c'est quand on veut célébrer ou fêter quelque chose, il faut que ça soit autour d'une table. Donc, la nourriture est un moment de plaisir, le repas est un moment de plaisir. Généralement, même aussi l'exigence de certains critères de beauté, par exemple, là où la femme est plus ronde et plus grosse dans certaines sociétés, elle est forcément plus belle et forcément plus féminine. Donc, moi, comme j'ai reçu des adolescentes qui veulent à tout prix perdre leur poids, j'en ai reçu d'autres qui veulent absolument en gagner, carrément en me demandant de prendre des corticoïdes pour se faire gonfler. Alors, la pression sociale et médiatique, les critères de l'acceptation par rapport à l'autre jouent aussi un très très grand rôle. Mais ceci dit, il faut qu'il y ait une vulnérabilité psychopathologique déjà préexistante chez l'individu. D'accord. Est-ce que ça... Oui. Pardon, par rapport à l'acceptation, j'ai remarqué un truc, et vous me corrigez, c'est que les personnes anorexiques,
elles font tout pour perdre du poids ou pour garder leur poids qu'elles ont. Mais en réalité, c'est bien oversize. On les voit souvent avec des tenues plus grandes et plus larges. C'est en fait, c'est un peu paradoxal. Voilà. Ça paraît paradoxal parce qu'en fait, le problème avec l'anorexique, c'est qu'elle se voit grosse ou bien elle a une mauvaise perception de son corps. C'est-à-dire, elle veut à tout prix être maigre. Cependant, la pression sociale fait qu'elle simule une prise de poids en cachant les fentes pondérales, en cachant les formes effacées, parce qu'à chaque fois, on va leur répéter les mêmes commentaires. Et c'est tellement agaçant qu'elles finissent par les cacher justement pour s'en défaire. Et aussi, par contre, il y a un autre groupe d'anorexiques qui affiche de manière carrément impudique cette maigreur. Et elles sont tellement heureuses de leur corps frêle et maigre, et au contraire, elles portent des vêtements qui affichent justement ces petites formes. Wow. Est-ce que ça peut être héréditaire ? Est-ce que par exemple une maman ou un papa, parce que ça peut arriver aussi aux hommes, qui est passé par là, par un trouble, peut transmettre ça à son enfant? Oui, bon après pour l'hérédité, pas que dans la psychiatrie, mais dans toutes les disciplines médicales et toutes les pathologies médicales, l'hérédité est incriminée parce que c'est aussi une question de gène. Carrément, on parle d'épigénétique, c'est carrément l'adaptation du gène à l'environnement. Donc l'hérédité joue bien entendu un grand rôle, soit hérédité, soit avoir le même trouble, soit avoir la vulnérabilité, comme j'ai déjà dit, la vulnérabilité d'en faire un autre. Donc, indéniablement, elle joue un très grand rôle. La sphère familiale est importante, le fait d'être entouré par... Quand on consulte déjà et quand on se fait suivre, la sphère familiale, le soutien de la famille, des parents est important, des amis? Très important. Bien sûr. Même pour la prise en charge, il faut intégrer la famille. Que ce soit chez le nutritionniste ou même chez le psychiatre. Même chez le nutritionniste? Oui. Moi, je reçois même les parents. Parce que, en fait, par exemple... Ce sont des co-thérapeutes. Exactement. Donc, si par exemple, il s'agit d'une adolescente, une fille, et qui est anorexique, qu'est-ce qui a conduit à cette anorexie mentale? Parce qu'on voit ça de plus en plus. Parfois, c'est les remarques négatives, parfois, c'est les moqueries. Donc, la comparaison, etc. Les remarques des parents. Parfois c'est la maman qui va déclencher l'anorexie. Moi, j'ai vu ça. La maman, elle est tellement grosse qu'elle n'a pas réussi à perdre son poids, qu'elle ne veut pas que sa fille ou son enfant développe la même obésité. Donc, elle va faire une pression énorme, une pression psychologique avec des remarques très négatives, avec des mots carrément déplacés. Donc, la fille, elle va se retrouver à se restreindre, à diminuer vraiment ses apports alimentaires. Par exemple, elle va lui dire tiens, si tu veux devenir plus belle, tu dois perdre du poids. Moi, j'ai vu ces cas. C'est carrément traumatisant pour l'enfant. Donc... surtout pour un enfant qui est en train de se construire, en train de grandir, se développer. Exactement. Donc, il faut intégrer la famille pour que la prise en charge soit bien faite. D'accord. Que ce soit chez le nutritionniste ou chez le psychiatre, c'est presque la clé de la thérapie. C'est en fait, d'ailleurs, on parle quand on parle de restrictions aussi bien alimentaires que pour les relations sociales, on parle d'un pronostic assez péjoratif. Donc là où on peut réintégrer l'adolescente et lui réapprendre à retisser ses liens sociaux et renouer ses liens sociaux, c'est déjà énorme. Parce que c'est l'isolement qui fait que le trouble s'enquiste et on n'en sort pas. D'accord. Comment reconnaître justement, avant d'aller consulter, comment reconnaître que son enfant, à part le fait qu'il soit retiré, il y a des signes frappeurs, qui nous disent que voilà, il y a un réel souci avec mon enfant, je dois aller consulter au plus vite. Oui. Quand par exemple, je cite l'exemple, si on veut commencer par l'anorexie, par exemple la fille, elle perd beaucoup de poids, elle va vraiment limiter ses apports alimentaires, mais on voit chez l'adolescente par exemple que ses menstruations, les règles, elle n'en a plus pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est un signe très alarmant et très frappant. Chez la personne boulimique ou même qui a l'hyperphagie boulimique, on peut trouver même les emballages de certains produits alimentaires. Ça veut dire que cachés. Donc elle mange en cachette ou avec les copains à l'extérieur. Donc il y a une prise de poids
anormal. Il y a par exemple des enfants qui se réveillent la nuit pour manger en cachette. Donc tout ça, c'est des signes, ça commence dès l'enfance et on doit intervenir dès l'enfance. Parce qu'après, si on laisse traîner, à l'âge adulte, ça va encore, la prise en charge sera de plus en plus compliquée. Oui. Oui, je rejoins la nutritionniste sur tout ce qu'elle a dit. Aussi par rapport aux signes frappeurs, généralement, comme je vous ai dit, la répercussion et le retentissement est psychologique et scolaire, mais aussi sur la perte pondérale, elle est vraiment frappante et maintenue. Donc de plus en plus. J'essaye aussi d'attirer l'attention des parents. Généralement, ce sont des enfants, des adolescentes très intelligentes et futées. Elles négocient tout et elles ont une réponse à tout. Donc elles peuvent, entre guillemets, pas très machiavéliquement et pas très malsainement, mais elle vous manipule. Non, je le fais parce que j'ai pas trop faim, j'ai mangé tout à l'heure, là c'est trop gras, c'est pas bon pour la santé, et elles vont vous sortir tous les arguments et qui tiennent encore, tiennent encore la route. Et les parents se voient les pauvres traîner par leurs arguments qui sont valables. Donc elles négocient les calories, elles sont dans la mesure du poids de manière excessive, de manière compulsive, de manière obsessionnelle. Et encore, le plus important, c'est vérifier s'il y a des conduites de purge. Par exemple, des laxatifs, par exemple, si elle se met tout à coup, soudainement, à faire une activité sportive de manière accrue. Par exemple, mes patientes, elles font beaucoup plus des abdos, là où carrément on va avoir des blessures au dos parce qu'elles le font en cachette. Ou alors, vérifier leurs doigts, vérifier leur fente palatine, parce qu'elles tellement elles se font vomir, au point de elles se font blesser. Même la couleur des dents aussi. La couleur des dents, les mailles dentaires aussi. Il y a pas mal de signes qui sont frappeurs et qui sont là pour dire que ce n'est pas uniquement une perte de poids, mais il y a un gros problème. C'est juste le sommet de l'iceberg qui apparaît. D'accord, très bien. Le trouble alimentaire, on en a parlé maintenant chez les adolescents, les plus grands, ça commence dès l'enfance. Et justement, à l'enfance aussi, il y a un petit trouble et c'est Wahida Selimchif qui va nous en parler dans sa rubrique Oui Cher, juste après ceci. Oui, Wahida. Oui, je peux dire ce que j'étais en train de dire. Je ne sais plus si je dois manger ou suivre un régime ou si je dois faire attention. Mais bon, on va prendre en considération ce que vous nous avez dit, mesdames. Je vais vous parler d'une phobie que tous les enfants ont dès leur jeune âge. C'est la néophobie. Oui. Donc, c'est le rejet. Qu'est-ce qui est la néophobie? Rassurez-vous, je vais vous expliquer, messieurs, dames. C'est quand votre enfant, vous lui donnez tout, il va vous dire non, je ne veux pas. Il va cacher sa bouche, fermer ses yeux, déplacer ou jeter l'assiette. Donc, ça s'appelle la néophobie. Donc, pas de panique. C'est une phase tout à fait normale. Tous les enfants passent par cette phase, n'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Voilà. Seulement, comment elle se manifeste? Voilà. Comment elle se manifeste, cette néophobie? Tout simplement, donc, pendant les premières années de la vie de l'enfant, donc, vu qu'il est en pleine exploration, il essaie de vous dire non à tout et à n'importe quoi. Et parmi ces noms, c'est l'alimentation. Oui. Donc, le comportement de l'enfant, il change. Plus il prend de l'âge, ou des semaines ou des jours, en même temps, son alimentation aussi va changer. Ce qui fait que s'il n'a pas mangé un aliment auparavant, qu'est-ce qu'il va faire? Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, à 2 ans, généralement, c'est là où l'enfant commence par manger des aliments. C'est ça. Donc, l'enfant, il est à la recherche d'autonomie. Donc, il prend conscience qu'il existe par lui-même. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va se mettre à contredire ses parents pour tout et n'importe quoi. Même si je lui donne un jus, je lui donne un bonbon, il peut me dire non, juste pour me dire non, juste pour me contredire. Donc, il commence par construire sa petite personne. Voilà. Donc, il y a la recherche de la sécurité. On parle tout le temps et on répète ça souvent dans notre émission. On dit que les enfants, ils ont besoin d'un rituel pour dormir, pour manger, pour réviser. Oui. Justement, même quand il est très très jeune, même s'il a moins de 2 ans, il a besoin d'un rituel, il a besoin de se sentir en sécurité. Si depuis toujours, on commence l'alimentation par tout ce qui est purée, tout ce qui est petits morceaux de fruits et légumes, qu'on ne remarque même pas et qu'on ne connaît pas la constitution du produit de l'aliment qu'il va manger. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas se sentir en sécurité. Il va repousser son assiette, il va dire non, je ne veux pas, ou il va cacher son visage. Donc, comment justement traverser cette étape? En douceur. Voilà, en douceur. Les parents, je suis sûre que les parents sont tous là. Oui, mais comment faire? D'abord, tout le monde passe par là. Ben oui, tout le monde passe par là. Donc d'abord, il faut laisser l'enfant explorer les aliments qu'il mange. Alors,
coupez pas en petits, tout petits morceaux où en poids on ne reconnaît plus l'aliment. Il ne faut pas les mettre tout le temps en purée. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le laisser manger avec ses doigts. S'il a envie de manger avec ses doigts, laissez-le manger avec ses doigts. Parce qu'il a besoin de toucher, de regarder, mais aussi de sentir les aliments qu'il va manger. C'est tout à fait normal. Proposez systématiquement de goûter avec votre enfant. On a tendance à dire, l'enfant, il est jeune, je lui prépare ses propres plats. Et nous, on va manger autre chose. Je donne des légumes aux enfants et moi, je mange du zveri. Donc, l'enfant, il va se dire, pourquoi maman, papa mangent autre chose que moi? Donc, il faudra essayer de faire l'effort de manger la même chose que l'enfant, ou tout simplement goûter et faire semblant, c'est bon. Imagine, on se met à table toutes les deux, je t'invite chez moi et moi, je me prépare un steak, par exemple, avec des trucs, tout ça, et toi, je te donne une assiette de légumes ou de salade et tout ça. Tu vas me dire, mais c'est pas juste, pourquoi on ne mange pas la même chose? Je pense que les enfants pensent de la même façon. Exactement. Oui. Il paraît que le cerveau de l'enfant, pour s'habituer à un aliment, il faudra qu'il le teste entre 5 à 10 fois. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'ailleurs, quand on fait justement la diversification, on demande à ce qu'on répète et on ne s'en lasse pas. Parce qu'à force, il va s'en habituer. Oui. Donc, on propose à chaque fois, même s'il dit non, on le laisse sur le coin de l'assiette, un jour il touchera, c'est ça? Oui, il ne faut pas céder. C'est ça, il ne faut pas céder, mais en même temps, il ne faut pas remplacer. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé son repas que la maman va directement proposer autre chose, des pâtes ou de la pomme de terre, parce que comme ça, on va l'encourager à refuser à chaque fois. On va encore... on va dire... on va l'encourager dans sa démarche et à chaque fois, il va dire bon, je suis au restaurant, le menu du jour. Et puis il va se dire si mes parents ont arrêté de me donner cet aliment, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il n'est pas bien. Oui. Il y a une erreur aussi que les parents font sans faire très attention, c'est que nous, les Maghrébins, comme on l'a cité tout à l'heure, on mange bien. Donc on remplit nos assiettes. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Aujourd'hui, elle va faire découvrir à son enfant brocoli. Qu'est-ce qu'elle va faire? Kilo de brocoli, 1 kilo, elle le met dans l'assiette. Et l'enfant, il le voit. Il ne veut pas manger. Déjà, la couleur, elle ne donne pas envie. Et la texture, l'odeur, franchement, un enfant, quand il est jeune, il va se dire, moi-même, en étant adulte, j'hésiterais à manger un brocoli. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est conseillé de faire pour les parents? C'est de prendre des petites quantités, mais de plusieurs aliments. Par exemple, si je mets un brocoli, une carotte, des petits pois, s'il ne va pas vouloir manger le brocoli, je vais l'encourager à goûter aujourd'hui. Essaye au moins de le toucher, touche-le pour voir, sens-le. Aujourd'hui, il l'a touché, demain, il va le sentir et le surlendemain, il va essayer de le goûter pour avoir une idée. Mais comme ça, il ne va pas se priver de son repas. Donc, il va avoir le choix. D'où l'importance que vous donnez, je pense, souvent comme conseil aux parents de varier les plats. Exactement, mais ce qu'on déconseille surtout, c'est de ne pas forcer et de ne pas menacer. Surtout ça. Surtout pas, parce que ou le chantage. Oui. Parce qu'après, ça crée des traumatismes. Et le moment du repas ne sera plus un moment de plaisir. Ça, mange tes brocolis, tu auras ton dessert. Exactement. C'est l'erreur à ne pas faire, je pense. Tout à fait. Exactement. Il y a aussi, quand on a des enfants qui ont jusqu'à 4-5 ans, ils refusent aussi de manger. Ce qui serait bien, c'est de les faire participer à la préparation des repas à la cuisine. Donc l'enfant, il va se sentir valorisé, il va dire « Ah, c'est moi qui ai préparé ce repas, je vais le manger. » Exactement. Voilà. Il va se sentir surtout concerné. Exactement. Et surtout, si on mange, toute la famille mange au même moment et mange pratiquement tous la même chose, il va se dire finalement j'ai fait plaisir à moi-même et à mon entourage. Ils vont goûter à ce que j'ai préparé et là l'enfant il va faire l'effort, même s'il n'aime pas vraiment l'aliment, il va faire l'effort de le manger ou de le goûter pour faire plaisir à son entourage ou bien à ses hôtes parce qu'il va se sentir aussi valorisé. Voilà, il faut le féliciter aussi. Bien sûr. Il faut le féliciter. Oui. Donc il ne faut jamais, on reparle et on le dit souvent dans nos émissions, c'est dur d'avoir des enfants, d'élever des enfants. On a dit que c'est un travail à plein temps. Il ne faut jamais lâcher prise, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il ne faut jamais céder. Essayez toujours de le féliciter, de l'encourager, d'expliquer. Il faut aller dans la communication parce que c'est très important. Mais quand on a des enfants, même si on fait l'effort à un moment donné, on est perdu. Il faut dire la vérité. En tant que parent, on ne sait plus quoi faire. N'allez pas directement... je dirais vers la facilité. Voilà, facilité et même, alors je cherche mon mot, je vais le faire, frustrer l'enfant, voilà. Je voulais un peu percuter les parents, il ne faut pas frustrer vos enfants. Allez toujours demander l'avis de votre médecin pédiatre. À partir de là, si le médecin pédiatre il voit que votre enfant il a une anomalie ou bien une anomalie, ou un trouble alimentaire, il vous oriente vers des spécialistes. Ce n'est pas à vous de vous dire ah, mon fils, il mange telle quantité et le deuxième, il mange beaucoup moins et c'est pas normal. Parce que je pense que chaque enfant, il a besoin d'une quantité bien précise par rapport à ce que son corps demande. Après, il y a des préférences. Voilà.
Il faut respecter même ses préférences. Et après, vous avez bien parlé du pédiatre. Il y a des mamans, moi je reçois des mamans qui emmènent leurs enfants qui ont un poids très normal, mais comme ils ne mangent pas vraiment assez, il n'est pas gros, elle te dit c'est pas normal, il est anorexique, il ne mange pas, il va mourir. Non, il faut être rassuré. Justement, j'avais une petite question pour vous, mesdames. Est-ce que la néophobie, on peut l'avoir à un âge adulte? Avancé. Est-ce qu'on peut continuer à être néophobe même en étant adulte? En fait, la néophobie, c'est par rapport néo, comme le préfixe veut le dire, c'est le nouveau. Oui. C'est-à-dire, j'ai peur de tester du nouveau. Après, comme a dit la nutritionniste, il y a des préférences. Avoir des préférences, des sélectivités alimentaires, ça ne fait rien, tout le monde en a. Mais avoir peur de prendre un nouvel aliment ou l'introduire à son alimentation, ça où il y a le problème. Le problème, c'est quand, par exemple, cet aliment est important pour la croissance ou important, par exemple, pour le maintien d'une bonne hygiène de vie, là, ça pose un problème. Par exemple, on ne peut pas blâmer ou on ne peut pas, par exemple, reprocher aux véganes ou aux végétaliens ou aux végétariens, par exemple, de restreindre leurs alimentations par rapport à la viande, parce que c'est un choix de vie. Après, le culturel, le philosophique, le religieux jouent un rôle et voilà. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des enfants autistes. Vous m'avez dit qu'il ne faut pas confondre entre la néophobie et l'hypersélectivité. Voilà, l'hypersélectivité. Tout à fait. En fait, je vous remercie beaucoup pour ce sujet parce que j'en profite pour expliquer aux parents. En fait, il y a certains enfants qui sont atteints d'autisme, de spectre autistique, et qui font d'hypersélectivité alimentaire. Cette hypersélectivité consiste en fait à ne pas manger un aliment qui n'est pas en fait nouveau, mais même à répétition, et sous toutes ses formes. Mixé, frit, bouilli, tout ce que vous voulez. Vous avez beau à le cacher, il arrive à le détecter. En fait, le problème est beaucoup plus qu'une néophobie et beaucoup plus qu'une crise de Terrible-tout, comme vous avez mentionné tout à l'heure. C'est pas juste pour le plaisir de l'opposition, c'est pas uniquement pour le plaisir de dire non, mais en fait, il y a un déficit sensoriel. Il est gêné par un aliment quelconque. Et sa sensorialité, soit elle est hyper motivée ou hypomotivée, donc elle va le détecter et elle va le rejeter. Voilà, donc la différence entre l'hypersélectivité et la néophobie, d'abord c'est l'insistance dans le ton et non le lieu, et encore, il le détecte quelle que soit sa consistance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Toujours aller voir son médecin. Toujours consulter un médecin. Alors, nous avons reçu une question par téléphone pendant notre petit débat. Donc, il y a un papa qui a appelé, qui a dit que voilà, il a sa petite fille qui a perdu sa maman. Et depuis elle mange que du sucre, que du sucré, et elle a un visage stressé, très stressé. Il a remarqué qu'elle avait peut-être un trouble du comportement alimentaire. Elle ne fait que manger que du sucre ou que du sucré, et elle est stressée, et il ne sait pas comment faire, quelle est la conduite à tenir, qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est le deuil qui doit se faire d'abord pour qu'elle aille mieux? Pour un trouble de conduite alimentaire, il faut toujours contextualiser la chose. Oui. S'il y a un deuil, il y a un décès, il y a un problème de l'ordre psychosocial, il faut comprendre que le fait de manger, c'est aussi, ça exprime un mal-être. La conduite alimentaire, quand elle est excessive, quand on est dans la répercussion sur le somatique, c'est là où on devrait alerter le parent. Sinon, une petite consultation pour se faire accompagner ne fait pas de mal. D'accord. Donc, on conseille au papa de consulter, c'est la meilleure des solutions, comme ça il Tout à fait. saura ce qu'il y a exactement. Oui. Très bien. Et quelles sont les autres causes, à part, comme vous avez dit, le deuil peut-être? Une baisse d'appétit. Une baisse d'appétit, ça peut être tout et n'importe quoi. N'importe quelle maladie somatique peut entraîner une baisse d'appétit, comme j'ai déjà cité par exemple certaines tumeurs, certaines pathologies infectieuses. Les troubles alimentaires, en général, pas que la baisse d'appétit, les troubles alimentaires, que ce soit
l'anorexie et la boulimie. Quelles sont les causes qui poussent un enfant ou un adulte à faire ça? On a parlé du deuil maintenant. Est-ce que la phobie scolaire pourrait faire ça? Est-ce qu'un drame peut-être, une catastrophe naturelle, quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait déclencher ça? Il y a toujours un élément déclencheur. Justement, quand on parle de traumatisme ou quand on parle d'un problème psychosocial qui survient de manière, c'est la soudaineté du changement aussi qui peut entraîner ces troubles de conduite alimentaire, il y a aussi leur poids. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure aussi, il y a la pression des médias, puisque les enfants et les adolescents aiment s'identifier entre eux et se rassembler en quelque sorte. Donc, ce que fait l'un, l'autre le ferait forcément. Et tout ça joue un rôle avec la vulnérabilité psychopathologique déjà préexistante. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Un dernier conseil justement aux parents, même aux adultes, à tout le monde. Docteur Hachi, d'abord. J'aimerais parler de la boulimie, parce qu'on a posé le problème, ok, mais après c'est la solution. Donc chez les personnes qui ont une boulimie ou une hyperphagie boulimique, ne faites pas de régime trop restrictif. Donc même pour la prise en charge chez le nutritionniste, on ne va pas proscrire les aliments que le sujet adore vraiment, il est addict. Donc soit on joue sur les fréquences de consommation, donc au lieu qu'il mange ça, par exemple la pâtisserie, comme exemple, au lieu qu'il mange ça tous les jours, on va négocier et réduire la fréquence à, par exemple, 1 ou 2 fois par semaine. Par semaine, oui. Sinon, par exemple, on peut remplacer, substituer. Si, par exemple, le sujet il est penché sur tout ce qui est sucré, on va donner du bon sucre. Remplacer les fruits, le sucre de date, il y a même des édulcorants naturels comme la plante de la stevia et d'autres. Donc on peut remplacer, opter pour le bon gras au lieu des fritures. Par exemple, si la personne elle adore manger des frites, on va changer carrément le mode de cuisson. Donc c'est des frites au four au lieu que ce soit de la friture. Donc la personne il y aura une bonne prise en charge en fait. Donc au lieu qu'il y ait des restrictions qui vont encore la frustrer et qui mèneront vers l'échec de son régime, bien au contraire, on va corriger et on va poser en fait, ou bien apprendre à la personne une nouvelle éducation et un nouveau mode de vie alimentaire qui est plus sain et plus équilibré. Sinon, pour les anorexiques, on va pousser le sujet à renouer avec l'alimentation et surtout le rassurer. Donc, au lieu d'avoir peur de prendre beaucoup de poids, de devenir obèse, et moi j'ai observé ça surtout chez les personnes qui étaient précédemment vraiment obèses, qui ont maigri, mais qui ont continué à maigrir, mais qui ont développé une phobie, une peur de redevenir obèses à nouveau. Donc, on va les rassurer qu'en suivant un bon régime équilibré et varié, avec une bonne activité physique, la personne ne va pas devenir obèse. Donc, il faut dédramatiser la chose. Au lieu de bombarder avec des reproches, non, il ne faut pas faire ça, il y aura ça. Mais quand même... Restez positif. Restez positif, mais quand même, on doit informer le sujet sur les répercussions sur sa santé. Oui, ce qui est très important. Docteur Mazouz, on en guérit? Oui, on en guérit, mais à condition que la prise en charge soit précoce. D'ailleurs, c'est le conseil que j'aimerais donner. Ne jamais banaliser. C'est vrai que ne jamais dramatiser, mais en même temps ne jamais banaliser un trouble de conduite alimentaire chez l'adolescent. Veillez à ce que ça soit clair. Veillez à consulter un professionnel de la santé pour pouvoir faire la part des choses. Très bien. Merci en tout cas pour votre participation. Alors, je rappelle, Dr Kautar Mazouz, vous êtes pédopsychiatre. Merci encore. Merci à vous. Et Dr Samira Hachi, vous êtes nutritionniste et expert dans chrononutrition. Merci encore pour votre participation. Je t'en prie, Monia. Wahida, je te souhaite un bon week-end. Également. Je te dirais bon week-end parce que toi, demain, tu as une émission. Justement, on se retrouve demain à 10h30 pour une émission spéciale Ma famille, ma vie. Donc, on se donne rendez-vous demain. Sinon, faites très attention à vous. Faites une consultation chez un psychologue, un psychiatre, un pédopsychiatre. C'est toujours bon de faire un bilan aussi de sa santé mentale. On ne fait pas que le bilan de sa santé physique. Prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah.